on va maintenant commencer la conférence doctorale. Donc, conférence doctorale qui porte cette année sur le thème de la carrière des enseignants-chercheurs. Donc, on a fait le choix avec mes collègues du comité d'organisation de ce thème pour vous fournir notamment une clarification des différentes opportunités de carrière qui s'offrent à vous. Quand je dis vous, c'est les doctorants notamment présents aujourd'hui. Donc, que ce soit à l'université, en école de commerce, en France, mais aussi à l'international. Il nous semble donc que ce thème il est important pour vous aider à planifier votre projet de carrière, d'autant que certains profils d'enseignants-chercheurs se sont de plus en plus rares et qu'on arrive aujourd'hui dans une situation de pénurie d'enseignants-chercheurs, notamment en comptabilité ou en audit. Et cette pénurie elle est d'autant plus importante en France, dans un contexte où le salaire proposé pour les enseignants-chercheurs a souvent du mal à concurrencer le salaire qu'on peut retrouver à l'international et le salaire proposé par de nombreuses entreprises privées notamment. Toutefois, je tiens quand même à rajouter que même si on n'a pas les salaires les plus mirobolants, on a quand même la chance, et je pense pour beaucoup de collègues présents aujourd'hui ici, de faire un métier qu'on aime, un métier qui est généralement une vocation. On contribue à la science, à la société, on aide les jeunes à s'insérer, à trouver un travail, à démarrer leur vie professionnelle. Donc tout ça, à mon avis, pas de prix. Donc ceci étant dit, plusieurs questions se posent pour vous aider un peu à y voir plus clair dans votre future carrière et votre projet de carrière. Notamment, comment est-ce qu'on entre dans une carrière à l'université? Comment est-ce qu'ensuite on peut progresser pour devenir maître de conférence ou même professeur d'université? Au niveau des écoles de commerce, pareil, comment est-ce que cela se passe pour intégrer une prestigieuse école de commerce, comme on va le voir tout à l'heure notamment avec l'exemple de HEC Paris? Et à l'international, comment est-ce que ça se passe aussi pour devenir assistant lectureur, senior lectureur ou full professeur? Donc pour répondre à toutes ces questions, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir trois invités. Donc tout d'abord, nous accueillons Aude Deville, qui nous parlera du contexte de l'université française. Donc Aude qui est professeur à l'IAE de Nice. Aude qui a été donc présidente du Conseil national des universités pour la section 06 sciences de gestion et du management, membre du jury de l'agrégation du supérieur, rédactrice en chef de l'UCCA et qui est aussi actuellement présidente de l'AMCGO. On va rajouter qu'Aude a commencé sa carrière ici à Dijon, après une thèse sur Strasbourg. Pour aborder le contexte des écoles, je laisse ensuite la parole donc à Hervé Stolowi. Hervé qui est professeur de comptabilité à HEC Paris, qui est aussi expert comptable diplômé. Donc après, il a été rédacteur en chef de European Accounting Review, président de l'AFC, co-rédacteur en chef de la RECCA, président du comité scientifique permanent de l'EAA. And last but not least, we have the honor to welcome Anne van Stralen. Anne is field professor of accounting at the School of Business and Economics at Maastricht University. Anne is editor-in-chief of Auditing, the journal of practice and theory, and she is a member of the editorial boards of many prestigious academic journals. Last but not least, Anne has published articles in many prestigious international journals, such as the Journal of Accounting Research, the Accounting Review, and Contemporary Accounting Research. Donc je re-switch en français. Nous allons donc commencer par aborder le premier thème de cette conférence doctorale, à savoir la carrière à l'université. Donc pour aborder ce thème, je vais commencer par laisser la parole à Aude Deville. Donc Aude, peut-être tu peux commencer par nous parler de quelles sont plutôt les conditions d'accès à une carrière de maître de conférence. Merci beaucoup Bruno, merci beaucoup pour l'invitation. Et donc évidemment je suis ravie de revenir à l'Université de Bourgogne, Dijon et au Crégo, donc merci à tous vraiment. Et tout d'abord je tiens à féliciter les doctorants, bravo d'avoir ce projet ambitieux, donc de réaliser une thèse, un doctorat, puis d'embrasser une carrière académique, quel que soit votre pays, votre institution. Donc bravo, c'est un projet ambitieux et exigeant. Alors, pour les critères d'entrée dans la carrière, moi je vais vous parler de ce qui se passait du temps où j'étais présidente du CNU. Donc nous on avait une vigilance sur les 3 volets du métier d'enseignant-chercheur. Donc il n'y en a pas 2, il y en a 3. Et il est important d'avoir des faits observables pour chacun de ces volets. Donc évidemment, il y a la recherche, qui est maintenant étendue un peu, on va parler de production scientifique.
Donc les productions scientifiques, elles sont diverses. Je rentre tout de suite dans le dur, en fait, Bruno, hein, dans un peu concret. Donc la production scientifique, il y a différents faits observables. Donc évidemment, il y a le papier scientifique. Je ne vais pas parler de papier scientifique classé, mais je vais parler de papier scientifique publié dans des revues de référence. Et là arrive tout de suite la question de c'est quoi de référence, parce que finalement, cette référence, on l'a tout au long de sa vie, c'est sa communauté académique. Alors, encore là, pour le coup, c'est une vision personnelle. Pour moi, la communauté académique, elle est disciplinaire. Donc c'est CCA, marketing, finance, RH, stratégie, SI. Donc vous avez une communauté académique que vous avez choisie, et il faut de la cohérence dans votre profil académique par rapport à cette communauté choisie. Et donc, en production scientifique, il y a de la production d'articles de recherche inscrits dans cette communauté académique, parce que finalement, c'est très compliqué d'estimer un profil quand il y a une publication en finance, une en marketing, une en RH. On ne comprend pas bien l'identité académique de la personne. Donc, la communauté académique s'inscrit sur la production scientifique. Il y a bien sûr participation à des ouvrages collectifs, évidemment participation à des conférences, là aussi de référence, l'AFC, européenne, américaine. Hein, il faut arriver à s'inscrire dans les communautés francophones et internationales. Et bien sûr, là, ce qui va compter, qu'on considère de plus en plus aussi, c'est les écrits ou les vidéos ou les interviews à impact socio-économique. Voilà. Et tout ça, ça fait sens parce que vous avez une casquette, vous avez une spécialité. Par exemple, vous êtes spécialiste des managements contrôle système, vous êtes spécialiste du contrôle interne dans un domaine spécifique, vous êtes spécialiste d'audit également, etc. Donc cette cohérence académique, on va aussi la regarder par rapport à vos engagements pédagogiques. Donc un engagement pédagogique, et là ça vaut pour la qualification, c'est-à-dire pour la qualification d'un dossier où il y a très peu d'heures de cours, voire aucune heure de cours, vous risquez de ne pas avoir la qualification, malgré une excellente thèse, si vous n'avez pas d'heures de cours. Donc il faut avoir des heures de cours. Alors après, les heures de cours, on ne choisit pas toujours, mais quand même avoir un peu d'heures de cours dans son profil académique. Vous êtes spécialiste d'audit, d'IFRS, de contrôle de gestion, de contrôle interne, etc. De comptabilité analytique, pas analytique d'ailleurs, de comptabilité, etc. Donc il faut avoir des éléments pédagogiques, mais au-delà de faire des cours, il faut aussi avoir participé à des jurys de recrutement, suivi d'étudiants, d'apprentis, de stages, etc. Parce que cela, ça montre que vous avez su s'insérer au sein d'une équipe pédagogique. Donc cette idée d'insertion, on va la regarder par le côté scientifique, parce que vous participez à des conférences. Le côté scientifique, ça j'ai oublié de le dire, parce que vous organisez des conférences, parce que vous êtes dans un comité d'organisation de conférences, de colloques, parce que vous organisez des séminaires au sein de vos laboratoires, parce que vous êtes dans le conseil de votre laboratoire, parce que vous êtes dans le conseil scientifique de votre université. Donc ça, c'est tous les aspects un peu scientifiques qui montrent que vous êtes inséré dans une équipe. On voit la même chose sur le côté équipe pédagogique, et on va regarder aussi votre engagement collectif, donc qui est aussi participer à des niveaux institutionnels et scientifiques. Donc ça, on va les regarder de tous les côtés. Il ne faut pas de case vide dans tous ces éléments. Et bien évidemment, dans l'avancée, donc ça c'est pour la qualification, mais pour avoir une promotion, pour être élevé en grade, passer professeur, on va regarder toujours ces trois volets. Et bien évidemment, on cherche, vous êtes des moutons à 5 ou 7 pattes, donc on va vous demander, on va être de plus en plus exigeant sur tous ces volets qui font le métier d'enseignant-chercheur. Il faut avoir des éléments pour dire j'ai fait ça. Donc, ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'un dossier de qualification, un dossier de promotion, un dossier de recrutement ne se fait pas qu'un jour avant de le soumettre. Il se construit pendant des années. Tout ce que vous faites en première année de thèse, il faut bien le référencer, le noter. Il faut alimenter ce dossier depuis le départ, et ça se construit, et pour, du coup, d'un point de vue plus formel, un dossier de qualification ne s'envoie pas sans être relu. Donc aussi le maître mot d'une carrière académique, c'est l'évaluation par les pairs. Donc ce sont des pairs qui vous évaluent, et c'est les pairs qui vous aident aussi en relisant votre dossier, à l'améliorer. Il y a des codes formels qu'il faut vraiment respecter. Et je dis juste un mot sur le jury de thèse. Le jury de thèse est très important. Vos rapports de pré-soutenance et de soutenance sont très importants. Il faut avoir un soin très particulier à choisir ses rapporteurs, son président de jury, parce que c'est le jury, les rapports de soutenance, on va quasiment vous les demander tout au long de la carrière, au moins jusqu'à que vous passiez professeur. Donc c'est aussi un passeport important, et choisir de la même façon des rapporteurs très bien identifiés dans le champ, spécialistes du champ, des pairs de référence,
c'est aussi très important comme garant de votre qualité scientifique. Je sais pas trop parler. Non, c'est bon en tout cas. Et alors, ça me fait penser à une question par rapport au classement des revues, de la FNEJ, etc. Quel est pour toi le... C'est une horrible question. Alors, le classement des revues, moi j'en parlerai pas, parce que j'y participe pas, et ceux qui me connaissent savent que je suis souvent peu d'accord avec plein de choses, donc je rentrerai pas dans les détails. Pour moi, ce qui est important, c'est de lire, enfin, et là je vais piquer la phrase à Yves Gendron, j'ai adoré quand je l'ai une fois entendu en séminaire, il faut arriver à contribuer à une conversation académique. Donc, par sa revue de littérature, par la contribution que l'on fait grâce à la production de ses propres résultats empiriques, on contribue à une conversation académique. Cette conversation académique, c'est le job de la première année de thèse, c'est votre revue de littérature, c'est ce qu'on fait tous quand on commence un papier de recherche. On identifie à quel ensemble de papiers on souhaite contribuer. Cet ensemble de papiers, après c'est très mécanique. Si vous vous référencez à des papiers à faible impact, c'est-à-dire qui ont faiblement impacté vos mots-clés de recherche, votre domaine de recherche ou votre discipline, forcément, votre contribution, elle sera au niveau de votre conversation académique. Donc, il faut lire les papiers à fort impact académique. Et, alors moi, j'ai grandi, avec le... Donc, j'en parle parce qu'il n'existe plus, avec le classement CNRS. C'était le classement qui existait dans les années 2000. Moi, ce que j'ai bien aimé dans ce classement, c'est qu'il y avait une page pour la revue Compta Contrôle Audit. Et pour moi, ça a été informatif parce que finalement, ça m'a guidé, ça m'a dit quelles sont les revues à fort impact. C'est un guide. Donc le classement des revues, c'est intéressant en termes de guide. Pour moi, c'est intéressant en termes de guide, pas forcément en termes d'évaluation. On est pair, on est capable d'évaluer soi-même la contribution d'un papier. Donc voilà, donc on lit, on est très critique par rapport à ce qu'on lit. Évidemment, les papiers publiés dans des belles revues, très lues, dont la gouvernance est très bien cadrée, souvent, c'est des papiers beaucoup plus clairs, qui servent de papier benchmark, on les comprend mieux, on peut s'en inspirer d'un point de vue formel. Donc, tout ça, c'est intéressant. Il faut être ambitieux par rapport à sa propre contribution, donc il faut lire des papiers ambitieux. Donc, moi, je vous dis, utilisez les classements de revues parce que ça vous aide à identifier quelles sont effectivement les revues à fort impact. Maintenant, mon conseil, c'est n'en utilisez pas qu'un. Utilisez-en plusieurs. Et quand on est un peu éveillé et qu'on a un peu de connaissance par rapport à son champ, le classement Darzing est très intéressant parce qu'il référence pour une revue tous les classements européens, canadiens, anglais, allemands, etc. Donc ça vous donne une overview de l'importance de cette revue, sachant qu'il y a toujours des petites différences. Après, bien sûr, on a, au-delà de ces revues de référence, on a ces auteurs de référence. Voilà. Donc tout ça, ça demande beaucoup de travail, mais au bout d'un moment, on s'en sort pour identifier les revues qui vont contribuer à notre conversation académique à laquelle on veut contribuer. Alors, il y a un autre point qu'on voulait aborder, c'est sur la mobilité. C'est pour commencer une carrière, dans les CV pour les campagnes d'emploi, même de conférences, mais pour la qualification, quelle l'importance apportée à la mobilité, notamment pour partir sur des postes d'ATER, postes doctorants, quel conseil tu aurais Moi, je pense que si on a des opportunités de mobilité, il faut les saisir. C'est-à-dire qu'en changeant d'endroit, on ne peut que s'enrichir. On apprend à connaître de nouveaux collègues, on assiste à d'autres séminaires, on a une autre façon, chaque un peu laboratoire ou professeur ou directeur de recherche a ses propres façons de travailler. Donc pour moi, on ne peut que s'enrichir dans la diversité, parce qu'on est obligé de s'adapter, ça nous apporte plus d'agilité, plus d'arguments, ça nous légitimise aussi beaucoup. Il faut bouger. Moi, j'ai toujours essayé de bouger quand je pouvais, je l'ai fait. Et du coup, voilà, je prêche pour ma paroisse un peu, mais non, la mobilité, elle est évidemment encouragée. Alors, est-ce qu'elle est valorisée dans un dossier lorsqu'il est évalué au CNU? Ça, c'est une autre affaire. Mais de toute façon, faire une thèse, faire de la recherche, c'est de l'apprentissage continu. Être mobile et bouger, ça enrichit cet apprentissage continu. Et je pense que ça vous fait faire x100. C'est-à-dire, il y a des choses que vous n'auriez jamais appris si vous n'aviez pas bougé. Alors, une autre question que j'aurais, une fois la qualification obtenue, quels conseils tu pourrais donner aux docteurs qui sont présents ici pour la campagne d'emploi, notamment dans le Tour de France? Est-ce qu'il y a des conseils particuliers que tu pourrais leur donner? Alors, moi, j'ai toujours... c'est ne pas ménager sa peine, mais ça vaut pour toutes les étapes de la carrière. Donc, moi, ce que je peux conseiller, c'est être très ouvert, postuler au maximum de comités, ne pas se mettre de barrières a priori.
Alors après, c'est sûr, si le poste il est fléché en marketing, vous avez fait une thèse sur les IFRS, là c'est sûr, il ne faut pas postuler, hein, faut répondre quand même à des offres qui peuvent correspondre à votre profil, mais il faut être très ouvert, il faut postuler. Après, il y a des choix à faire, c'est-à-dire que souvent on est convoqué le même jour, on ne pourra pas aller à toutes les auditions, mais il faut se montrer ouvert, il faut postuler, et encore une fois, si vous arrivez premier ou deuxième sur différents comités de sélection, et peut-être que finalement, au final, vous choisissez celui de votre université, vous avez quand même plus de légitimité que si vous n'avez postulé qu'à celui de votre université. Donc, encore une fois, vous allez dû convaincre plusieurs assemblées de pairs, hein, parce que les comités de recrutement, ce sont des comités de pairs aussi. Donc, arriver à avoir convaincu plusieurs comités de pairs en s'ayant confronté à d'autres critères d'évaluation, on apprend, on se légitimise. Donc, voilà, je pense qu'il ne faut pas se restreindre, mais évidemment en cohérence avec les demandes effectuées par les universités. Alors, une autre question. Une fois devenu maître de conférence, notamment, quel conseil tu aurais aux nouveaux maîtres de conférence pour ne pas perdre le fil de la recherche et progresser de manière efficace sur les premières années? Alors, souvent, malheureusement, les gens n'ont pas le choix par rapport à leur quantité de cours et au diplôme qu'on leur confie en entrée dans la carrière, parce que ça, c'est structurel, on est en pénurie d'enseignants-chercheurs. Hein, je rappelle, ça, c'est dans un rapport de la FNES, je pense, publié par Dubois il y a 2 ans. En sciences de gestion, je crois qu'on est à 80 étudiants pour un enseignant-chercheur, alors que la moyenne des autres disciplines, c'est plutôt sur 1 sur 20, 1 sur 15. Et on est à 23% de professeurs versus 77% de maîtres de conférences, alors que les autres disciplines, par exemple en économie, on flirte avec les 50-50. Donc effectivement, on manque d'encadrement de la recherche, et on a beaucoup d'étudiants à manager. Alors c'est un peu, on est victime de notre succès, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'étudiants, on a des formations très riches, qui sont assez complexes à manager, parce qu'il y a de l'apprentissage, il y a de la formation continue, donc ça demande énormément de temps. Et donc, on est vraiment des gens qui doivent savoir tout faire. Donc, si vous avez l'opportunité de pouvoir bénéficier d'une décharge de service en début d'année de maître de conf, je vous conseille de la prendre, parce que, alors je sais que tous les doctorants vont détester ça, mais on n'a jamais autant de temps de faire de la recherche que pendant son doctorat. Et donc, tout ce que vous faites pendant votre doctorat, c'est un peu, faites les socles de votre spécialité scientifique, qu'après, vous exploitez avec le temps que vous aurez. Arriver à baliser une journée de recherche par semaine, personnellement j'en étais toujours incapable, parce qu'il y a toujours un imprévu qui arrive et c'est très difficile. Moi je ne me rappelle plus quand j'ai su faire ça. Par contre, il faut se battre pour toujours arriver à lire un papier, continuer à travailler, même si on peut aller en conférence, écouter ce que font les autres, aller au séminaire du laboratoire auquel vous êtes rattaché, parce qu'il se passe des choses, même si c'est un séminaire de marketing, même si c'est un séminaire de RH, ça peut vous donner des idées de cas théoriques. Donc, il faut toujours arriver à garder un lien avec un échange, une interaction scientifique. D'une façon ou d'une autre. Arriver à lire des papiers, quand même. Trouver des opportunités, quand même se tenir au courant de son actualité. Et on ne peut pas se permettre de ne pas faire de recherche. Après, quand vous la faites, ça appartient à chacun, mais on ne peut pas se permettre de ne pas faire de recherche. Et si vous avez donc l'opportunité d'avoir une décharge de service, prenez-la. Et l'autre point, si vous avez l'opportunité de faire un post-doc, alors je sais que ça peut être angoissant de dire je sors de thèse, j'ai ma qualif, je ne vais pas prendre un poste stable de maître de conf. Mais en fait, l'année de post-doc, c'est un vrai investissement pour l'avenir. Vous aurez encore 1 an. Normalement, vous ne penserez qu'à votre recherche. Et faire un post-doc, c'est peut-être une belle année pour mettre en route 1, 2, 3 papiers de recherche, créer des liens avec pourquoi pas une institution étrangère, donc là une institution qui ne sera peut-être pas la vôtre en tant que maître de conf. Vous créez du lien, d'autres réseaux de recherche, et voilà. Donc, le socle de début de carrière, il est pour moi très important. Et alors, pour ceux qui sont déjà maîtres de conférence, c'est une problématique qui revient de plus en plus avec la fin de la qualification pour les postes de professeurs d'université. Quel est ton point de vue sur l'agrégation? Est-ce que ça devient un peu la voie principale pour envisager un poste de professeur des universités plus tard? Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire par voie principale. Si c'est en nombre de postes, non. Donc, l'agrégation, comme les gens de mon époque l'ont connu, il y avait en gros 20-27 postes à l'agrég. Il y avait un 23e des postes en 46.3. Parce que le 46.3 à l'époque n'existait pas. Donc, rien à voir comme système.
de notre temps, on disait quand c'est que tu passes l'agrég, donc on ne se posait pas la question. Et je trouve qu'avec le décontingentement, qui s'est passé il y a quelques années, pendant 4 ans, donc c'est un test qu'on a subi du fait des économistes qui n'en voulaient plus. Et comme on est dans le même groupe qu'eux, on a subi ce changement, mais qui n'était pas voulu au départ par la communauté. Donc je suis pour l'agrégation, parce que moi j'ai eu l'agrég à 34 ans. Et là ça peut faire waouh, 34 ans. Mais en fait c'était pas du tout exceptionnel. Les très très bons avaient l'agrég à 29 ans, 30 ans. 34 ans c'était la moyenne. Avec le décontingentement et disons le fait que l'agrég a perdu en importance, la moyenne d'âge il est passé à plus de 45 ans. Donc pour moi, le fait que l'agrégation ait perdu de son impact, en tout cas en termes de nombre de postes, ça a été à la défaveur pour moi des collègues. Hein, parce que quand on passe POF à 34 ans, on a d'autres opportunités de carrière que si on la passe à 50 ans, forcément. Donc je trouve que ça ouvre vraiment des perspectives. Et du coup, je vais donner l'argument, ça nous donne quand même un pouvoir attractif par rapport aux jeunes talents, par rapport aux écoles de commerce. Passer prof, jeune, via le fast-track de l'agrégation, la carrière universitaire gagne en intérêt quand même, c'est intéressant quand même. Donc ça c'est important. Donc mon point de vue, c'était de dire, je suis pour la diversité des voies de recrutement. C'est-à-dire que chacun a le droit, en fonction de ses aspirations personnelles, professionnelles, de choisir ou de construire son moment pour passer professeur. Donc, il y a le concours d'agrégation, qui est un concours, avec tous les défauts d'un concours. C'est un concours de circonstances, c'est un peu violent, il faut s'inscrire, il faut se préparer, il y a un engagement, c'est dur. Après, il y a 2 voies qui existent, 46.3 et 46.1, qui demandent d'avoir effectué une HDR et qui demandent d'être recruté par un comité de sélection. À cela s'ajoute le repyramidage, qui a pas mal de défauts quand même aussi. Donc voilà. Maintenant, il y a 4 voies pour passer professeur. Pour moi, il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Par contre, je trouve que c'est bien qu'elles existent toutes les 4. Et pour te donner un ordre de grandeur, le contingentement actuel, donc rien à voir avec ce que les plus anciens ont pu connaître, c'est pour un poste d'agrégé, quand une université met un poste d'agrégé, si elle a les supports évidemment, et si son université est d'accord, potentiellement le contingentement lui permet d'ouvrir 2 postes en 46. Donc c'est ça le contingentement, c'est plus un 1/28e de quelque chose, c'est 1 pour 2. Donc a priori, dans tous les cas, de façon numéraire, l'agrégation ne pourra jamais être principale, parce que pour 1, il y en a 2. Si, bien sûr, les postes, les supports de postes sont là. Merci beaucoup, Anne. Merci, Bruno. Donc ça nous permet aussi de faire la transition sur la deuxième sous-thématique, on a dans cette conférence doctorale, qui est toujours la carrière d'enseignant-chercheur, mais cette fois du côté des écoles de commerce. Donc pour aborder ce sujet, je vais donner la parole à Hervé Stolowi. Donc peut-être Hervé, tu peux commencer à nous introduire un peu quelles sont les conditions d'accès à une carrière en école, et notamment pour une école aussi prestigieuse que HEC, et peut-être nous donner quelques éléments sur toi, comment tu as réussi à intégrer cette prestigieuse école. Merci beaucoup pour ton invitation et le plaisir de participer à un nouveau congrès de l'ASC. Alors, en termes de recrutement, je vais essayer de parler pas seulement pour ce qui est de mon école, mais peut-être pour les écoles de commerce, j'essaie un peu de généraliser. Alors, de manière vraiment surprenante, il y a beaucoup de points communs avec ce que Aude a expliqué, c'est-à-dire que les publications, faire des cours, voilà, c'est important. Maintenant, il y a un phénomène qu'on voit apparaître au cours des dernières années qui prend quand même de l'ampleur, c'est qu'il y a quelques années, quand les doctorants étaient recrutés, on ne leur demandait pas d'avoir déjà publié comme doctorant. Or, maintenant, on demande de plus en plus aux doctorants d'avoir publié ou alors d'avoir des articles en soumission, en publication, en révision. Donc ça veut dire que la barre est quand même plus haute qu'avant. Voilà. Donc ça, c'est quand même un phénomène qui est très nouveau. Alors que moi à titre personnel, je trouve ça très, très, très difficile. D'accord ? Parce que c'est pas du tout évident pour un doctorant d'être très avancé dans la thèse, de soumettre avec des thèses non terminées, des thèses non soutenues, de soumettre dans des très grandes revues et en plus d'avoir un article en révision-résolution. Mais c'est quand même un peu le standard. Voilà. Alors c'est un standard qui est appliqué dans notre école, il y a plusieurs autres écoles qui l'appliquent aussi en France. Toutes les écoles n'appliquent pas le standard avec autant d'exigences.
Après, on peut essayer d'appliquer le standard, et ensuite, on a les candidats qu'on a. D'accord? Donc, on peut aussi quand même être un peu pragmatique. En tout cas, il faut penser à ça. Donc, pour moi, c'est vraiment l'élément clé, je dirais, de changement au cours des 10 dernières années. Voilà. Alors, pour y arriver, même si ce n'est pas évident, il y a quand même plusieurs choses à faire. Je pense que c'est absolument fondamental que les doctorants puissent faire des séjours à l'étranger pendant la thèse. Voilà. Alors, il y a des organismes comme la FNEJ avec le CEFAC qui le permettent. Après, il y a les universités qui ont des budgets pour cela. Il y a des financements spécifiques. Et c'est vraiment important, je pense que c'est la clé pour pouvoir publier, surtout aux très très jeunes comme doctorants, dans des grandes revues, pendant la thèse, ou au moins d'avoir déjà un article en soumission avec une révision, c'est d'avoir fait des séjours ou un séjour à l'étranger. Alors bien entendu, ça, on l'a très bien expliqué, il faut un bon endroit, bien adapté, réputé, qui bien sûr qui correspond bien au fait de la recherche. Et l'autre chose, c'est lié au séjour, il faut le plus possible essayer d'avoir des co-auteurs étrangers. Voilà. Alors c'est pas non plus évident, hein, c'est pas facile, voilà. Alors bien sûr, si possible d'aller au congrès de l'AFC, mais aller aussi au congrès étranger, on va commencer par le congrès de l'EA. Bon, c'est pas évident dans un cocktail d'identifier un prof très connu et puis de dire tiens, est-ce que vous voulez être auteur avec moi, on se donne à la fin. Ça ne marche pas tout à fait comme ça, mais quand même, en y allant, en parlant avec les gens, en allant écouter les gens en conférence, en posant des questions, en se faisant remarquer de manière positive, hein, voilà, les choses peuvent se faire. Et il existe des profs étrangers qui sont tout à fait accueillants à l'égard de doctorants venant de France. Ça existe. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment des éléments clés pour y arriver. Je vais arrêter sur ce point-là pour le recrutement. Pour ce qui est de ma propre carrière, je pense que ça représente extrêmement peu d'intérêt dans ce genre, dans cette assemblée. D'autant plus que, bon, moi, pour être honnête, j'ai eu la chance, quand j'ai été recruté, ce n'était pas du tout les exigences d'aujourd'hui. J'ai eu cette chance-là. J'ai été recruté, j'étais prof à l'ESCP, j'avais 25 ans, j'avais ni DEA, c'est-à-dire l'équivalent de recherche, ni encore moins de thèse, car pas du tout les scientifiques comptables. Donc j'ai tout fait en étant prof. Donc l'avantage, c'est que j'ai été recruté sans ces exigences-là. L'inconvénient, c'est que j'avais plusieurs centaines d'heures de cours à faire par an. Ce qui n'est pas du tout le cas maintenant la situation de nos recrues, c'est que nos recrues, les premières années, elles ont vraiment très peu d'heures de cours à faire. Mais des grandes exigences de la publication. Voilà. Bon, je reste 11 ans à l'ESCP et après ça, j'ai eu l'opportunité de changer d'école et bon, moi je suis plutôt très très stable, on ne peut pas dire casanier, bon, ça fait plus de 30 ans que je sais et voilà. Et je répète, c'est pas du tout un exemple. Je pourrais répondre à d'autres questions sur la carrière avec plaisir. Alors, une question qui me vient, je sais qu'à l'université, selon les facultés, on n'est pas toujours obligé de devoir enseigner en anglais. En école de commerce. À l'université aussi. Oui, de plus en plus. Bah oui. De plus en plus, surtout. Quelle est la situation au niveau des écoles par rapport à l'enseignement en anglais? Alors, en France, pour le moment, il y a encore une certaine flexibilité, tout dépend tout dépend de savoir si l'institution conserve des cours en français. Si l'institution conserve des cours en français, elle a besoin d'enseignants en français. Et le paradoxe, c'est qu'à force de recruter des étrangers anglophones, on n'arrive pas à recruter des gens qui peuvent faire cours en français. Voilà. Donc si je prends le cas de l'HEC, par exemple le cours de compta de première année, en septembre, il y aura 9 sections en français et 7 en anglais. Donc on a vraiment besoin de gens qui font cours en français. Après, les étrangers qu'on recrute ne peuvent pas enseigner en français et eux, ils font cours uniquement en anglais. Et on n'a aucune exigence de pouvoir faire cours en français à un horizon de temps donné, contrairement à certains pays où l'exigence existe. Donc on garde encore une certaine flexibilité. Maintenant, je connais des écoles de commerce où il y a des programmes où c'est 100% anglais, y compris le cours de comptabilité de première année. Donc dans ce cas-là, effectivement, les professeurs francophones qui savent recruter doivent être capables de faire cours en anglais. Mais là, très honnêtement, le niveau d'anglais, de pratique de l'anglais, de connaissance de l'anglais, a
considérablement augmenté en France. Parmi l'assistante dans la salle, les doctorants, les élèves, voilà. Bon, donc, voilà, c'est de moins en moins problématique, il me semble, je suis peut-être un peu naïf, voire optimiste, mais il me semble que c'est de moins en moins problématique de trouver des étudiants qui ont fait un doctorat en France et qui seraient pas capables de faire cours en anglais, enfin voilà, il y en a de moins en moins. Je ne pense pas que ce soit un vrai problème. Le problème de la publication, c'est vraiment plus difficile. Une autre question qui me vient, à l'université, en tout cas, les post-docs, les ATR sont aussi très valorisés pour se faire recruter ensuite. Est-ce qu'en école, c'est la même chose ou est-ce que l'expérience professionnelle en entreprise est plus valorisée ou... Alors, je rigole parce que bon, l'expérience professionnelle en entreprise, il ne faut pas répéter ce que je viens de dire, mais bon, quand j'ai commencé ma carrière, à HEC, tous les profs étaient profs et consultants. C'était vraiment l'expérience professionnelle en entreprise, ça comptait beaucoup. On avait des relations avec les entreprises. Maintenant, c'est quoi une entreprise? Donc, je continue. Donc, ce qui est très important, c'est le postdoc, c'est bien. C'est bien. Donc, dans les candidats qu'on a, ce qu'on regardera, c'est la thèse, l'institution du fond de thèse, d'accord, les publications, les soumissions. Maintenant, ceux qui ont un postdoc, ils ont 1 an, voire 2 de plus. Donc, s'ils ont mis à profit ces années supplémentaires pour publier, pour soumettre et pour avoir des résultats, ça les aide. Voilà. Maintenant, il ne faut pas être postdoc éternel non plus. Alors, une question sur les passerelles entre les deux mondes. Une fois qu'on est en école, est-ce que c'est réalisable, possible de revenir à l'université ou inversement? Est-ce qu'on commence une carrière à l'université? Est-ce qu'ensuite on peut aller en école? Est-ce qu'il y a des passerelles pour passer d'un monde à l'autre? Alors, pour venir d'école ou parce que vous avez une place de food prof ou d'assistant prof à l'étranger ou en école de commerce, française ou ailleurs, vous êtes obligé de passer par la qualification. Donc, soit la qualification maître de conf, soit la qualification professeur. Donc, c'est la seule modalité de qualification qui existe pour les profs. C'est pour tous les gens qui ne sont pas maîtres de conférence en France, dans une université française. Et j'avoue que cette qualification, elle est très difficile. Parce que malgré peut-être des projets, des CV scientifiques très bien fournis, la personne qui demande une qualification pour passer d'école de commerce à l'université, elle doit faire valoir une capacité, mais malheureusement les collègues sont assez durs là-dessus, passer de qu'est-ce que je vais apporter à l'université française et pourquoi je le fais. Donc il y a une lettre de motivation à rédiger et il y a vraiment à montrer qu'il y aura un engagement vis-à-vis de la communauté universitaire, locale et nationale. Et ça, j'avoue qu'il y a, de mémoire, sur 20-30 dossiers, il y a 4-5 qualifiés. C'est vraiment, le rapport il est compliqué. Alors il se passe, il y a vraiment cette idée d'avoir un très bon dossier pédagogique, scientifique, mais surtout d'arriver à faire valoir qu'il y a des liens qui font qu'il va y avoir un vrai engagement pour l'université. Oui, ce que je peux dire, c'est que c'est possible, comme Aude l'a expliqué, dans le sens contraire aussi, c'est pas fréquent. C'est pas fréquent. C'est possible, voilà. C'est pas fréquent. Alors, ensuite aussi sur les différences de conditions de travail, est-ce qu'en école, en termes d'autonomie, même d'heures de travail, de budget pour la recherche, quelles sont selon toi un peu les différences qu'on pourrait avoir avec une carrière à l'université? Je ne peux pas trop comparer. Bon, je ne m'aventurerai pas à comparer l'université. Ce que je connais, c'est ce que des collègues amis me racontent un peu sur leur vie et pour certains leur difficulté à avoir des budgets de financement. Ce que je peux dire, c'est que les écoles, et là aussi c'est une grande amélioration au cours des 20 dernières années, fait vraiment beaucoup d'efforts et aujourd'hui les gens qui sont recrutés, je dirais que c'est le cas vraiment de toutes les écoles. Les écoles ont fait des efforts, donc les profs nouveaux ont souvent des obligations d'enseignement réduites au cours, par exemple, des 3 premières années. Réduites, ça fait de moitié, donc voilà. Des budgets de recherche qui sont non problématiques. Quand je dis non problématiques, c'est bon, ils ne vont pas faire 50 voyages par an, mais c'est un budget qui permet sans problème d'aller dans plusieurs congrès, sans se faire du souci pour ça. Donc, disons,
parmi les points, je sais qu'on pouvait aborder, peut-être que j'anticipe, c'est la tenure, mais les conditions de tenure, de titularisation sont très exigeantes. Elles sont assez sévères en nombre de publications. La contrepartie, c'est que les moyens sont donnés. Voilà. Donc, honnêtement, mes jeunes collègues n'enseignent pas beaucoup. Et alors, en termes de base de données, de l'accès, tout ça, vraiment, ils ont ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent faire la recherche. Donc, ils ont, je dirais, ils ont vraiment une obligation de résultat. Alors après, une question sur les classements. Si les docteurs veulent postuler à des offres d'emploi en école de commerce, quels sont pour toi les classements à regarder ou est-ce qu'il y en a pour être sûr de ne pas candidater dans des écoles qui ne seraient pas qualitatives, on va dire? Bon, il y a plein de classements publiés tous les ans. Je ne vais pas citer, il faut regarder tous les classements. Moi, je dirais qu'il y a plein d'écoles qui sont vraiment très bien. Ce qui, disons, pour moi, un peu la différence, c'est il y a des écoles qui mettent l'accent sur la recherche pour les enseignants et puis les autres. Voilà. Il y a quelques années, le nombre d'écoles qui mettaient l'accent sur la recherche, alors je vais peut-être dire une horreur, dans ma tête, je ne dirais pas non, dans ma tête, j'en voyais 5. Bien. Aujourd'hui, il y en a une dizaine. Donc ça a changé. On prend bien, très bien. Voilà. Donc ça ouvre quand même des perspectives. 10 écoles en France qui recrutent des enseignants-chercheurs, qui sont intéressés par des doctorants, qui vont publier, c'est une très bonne chose. Toutes les écoles n'ont pas la même sévérité en termes de titularisation de tenure. Donc c'est bien, c'est bien, je veux dire, pour tous les doctorants, c'est une très bonne chose. Et alors, dernière question, une fois recruté dans une école de commerce, quelles sont pour toi les conditions pour pouvoir continuer à progresser et s'assurer de s'ouvrir les portes suffisantes pour pouvoir progresser? D'accord. Alors, progresser, je dirais, on peut progresser de deux manières. On peut progresser de manière apparente avec des postes, des responsabilités, des directions de programme, etc. Donc ça, c'est possible comme dans beaucoup d'institutions. Il y a des collègues à qui ça convient très très bien. Responsable de majeur, par exemple. Voilà. Et pour moi, on peut progresser d'une autre manière si on progresse dans sa recherche et on progresse dans ses publications. Une fois qu'on a la tenure, la pression est plus faible. D'accord? C'est la vérité. Bien. Donc, moi, je ne vais pas rentrer sur des considérations trop personnelles, mais une chose quand même, je pense, qui m'a animé pendant toute ma carrière, c'est l'automotivation. Je veux dire, ce métier, il est génial parce qu'on choisit ses thèmes de recherche. D'accord? Contrairement, par exemple, en entreprise où le patron va dire tu fais ça. Ça arrive quasiment jamais. On choisit ses thèmes de recherche. On choisit ses co-auteurs. Choisir, c'est demander à des amis collègues dans l'entreprise qui pensent de l'idée de choisir les collègues de travail. On choisit nos co-auteurs. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est exceptionnel. L'inconvénient, c'est qu'on a une obligation de résultat. Même quand on a la tenure, si on rate tout et qu'on ne publie jamais, on va voir les budgets de recherche qui diminuent, les promotions financières qui vont se raréfier. Mais si ça marche, si on y arrive, c'est exceptionnel. Quand je prends, moi, l'ensemble de ma carrière et l'ensemble des co-auteurs que j'ai eus, c'est une bénédiction. Je veux dire, c'est vraiment le beau dans notre métier, c'est de choisir des gens avec qui on s'entend bien, on a des thèmes de recherche, on a des papiers, on a plein de rejets, et quand on a un papier à accepter, c'est une grande satisfaction, et c'est comme ça qu'on progresse, et qu'on veut jamais s'arrêter en fait. Donc on va maintenant aborder le dernier et troisième thème de cette conférence doctorale qui porte sur le maintien de la réussite professionnelle. Pour nous en parler, je vais donc laisser la parole à Anne Lanstralen. Donc Anne, I was just saying that we are now going to talk about the topic of maintaining career success. I think it's a topic that you know very well. If I'm not mistaken, you did a presentation about it in January 2021 during the PhD colloquium of the auditing section of the American Accounting Association. So could you talk to us about it, please? Okay, merci. Merci, bonjour à tous et merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être ici en tant que
représentante de l'European Accounting Association, mais ça fait longtemps que j'ai parlé le français, alors si vous me permettez, je vais continuer en anglais. So I will talk to you a little bit about how you can actually build a stream of research. I will also give some advice to you, at least for those of you who would aspire to publish in US journals. I will also give some best practices, talk a little bit about how you can manage stress, anxiety and deadlines. Tell you also a little bit about the secret of a sustainable research career. It comes down to a couple of things that Hervé was already mentioning to you, and I will end with some concluding thoughts, and of course afterwards I would be happy to talk about whatever you would like to talk about. Okay, so how to build a stream of research. So I think, and if I look back at my own career, and it's a little bit also what Hervé was saying earlier, we have a lot of academic freedom. We can choose the topics we want to research. And you really have to choose something that you really, really like a lot, because you will be working on this for many, many years. Because if you think the time between starting a project, when you just have a research idea that looks appealing to you, until the time that a paper is published, this can take years. So you better like it. And up front, it's also with the choice of your dissertation, and you will be working on this for 4, 5, 6 years in a row, so you really have to choose something that you really like. So that's number one. But on top of that, you also want to choose something that is actually relevant, that we care about, that society cares about, because at the end of the day, we also as academics want to give back to society. So we want to study a question that with which you can inform maybe practice, standard setters, regulators. Of course, it also needs to have an academic contribution, but you would like to. It's not the research for the research. You want to have a message, and I think that is also now becoming more and more important. So I think that are two important advices. Choose a topic that you really like, and choose something that is actually relevant. And then it's also a matter of developing a sustained portfolio of research papers. And this actually already starts from when you are doing your PhD, because typically you will have a couple of papers, maybe let's say 3 empirical papers or 3 qualitative papers, but you will have a couple of papers, and one will already be more advanced than the other, and that's typically how it works. So you already, from the dissertation onwards, you already have a couple of papers in different stages. And that's how it also will continue in the future. And so you have to make sure that you have papers in different stages. So papers that are currently under submission, where let's say one paper that is already in a more advanced round and one that is at the beginning, first round. Then you would like to have 1 or 2 papers that are in the working workshop stage, so that you start presenting. And then you would like to have one paper that is sort of currently, or still it's very early on, and then maybe one baby idea, a baby research idea. But it's important that you don't have everything in the same stage, so that you really, and by the time one paper is published, well, okay, then the other is ready to go, and that is how it progresses. But you have to also make sure that you keep your portfolio manageable. So I personally, sometimes I struggle with this, and I've seen that also at certain points, because
if you find ideas interesting, you think, oh yeah, I would like to start this and this and this and this, but before you know it, you have so many papers ongoing, and then it's really hard and a struggle to finish. And that's not the best, because then you're also going to disappoint co-authors, because you cannot really spend enough effort on all of those. So keep the portfolio manageable. It's better to then have a smaller portfolio, but try to finish the things than to get involved in too many things and not able to deliver. Another advice is to work, and that was also mentioned already by Hervé, is to try to work with different co-authors, not always with the same co-author team, although it's fun to work with the same co-authors, but you also learn a lot once you start working with other co-authors. And so it's really a super nice experience that you can work with other people. And of course, typically for your job market paper, you have a standalone single-authored paper, because you do want to show, okay, I can also do this by myself. But other than that, it's really, really common to work with co-authors. And it's really also fun to do so. Okay, so for those of you who would like to or have the ambition to publish in US leading journals, well, on the upside, you can do it also as a European. I must say, when I started my career, US journals were really not on my radar. So I'm really talking about a long time ago. We were looking at the UK journals, so there was no one who was actually going to the JAR, STARS, JEs. That was something that, okay, that's not possible. Anyways, but this has really changed. Now we see that many Europeans are successful. It's also thanks to the editors that are also now much more open to this, but at the same time, our level of education, everything is really at high standards, so we have all the tools, if you will, and the skills to be successful there. But in order to do this, it is really important that you develop a network, and that really starts right away when you are doing your PhD. That was one of the best pieces of advice I received from my own supervisor. Was from day one on, she stimulated me to go to conferences and to build a network. And in the beginning, I still remember when I went to the first time to a conference of the European Academy Association, we were with 3 PhD students from the University of Antwerp. We were standing there, we didn't know anyone, so we were just looking like, whoa, what a big community. But then, after a couple of years, you start to realize, oh, I know this person, and then and that's really so nice but you have to invest in this. So you really, and that's also that's also how co-authorships actually develop, because you start talking to people, you see, oh, I have a common interest, and that's how things evolve. But that's so super important to reach out and to develop a network. And to go to conferences. Then another thing is also, when you go to conferences, then it's also best to actually present your work so that people start to know you. Oh yeah, I've seen that presentation, oh, that was actually a good presentation. And also, even if your paper is not accepted, then maybe you can offer to act as a discussant, because then you can also make yourself visible and known. And so that's also a very good way to build your network. Also, if you're asked to do a review, take that opportunity. You learn so much from that, because you can, at least for me, when I started doing this, then you can say, okay, these are the points that I have, my comments on this paper, but then you will also get the comments from that other reviewer, and then you can start comparing. Oh yeah, so they made this point, and what does the editor now thinks of this? So you really, and that makes you also more critical about your own work, because you start seeing, because when you're a reviewer, you look at a work in a different way than typically you look at your own work, because you think your own work is great.
But then you actually have to start looking at your own paper with the eyes of a reviewer, and that really helps you. Yes, so of course also if you want to publish in US journals, but it's the same for any journal, you have to work on relevant and timely topics. But the big advantage that we as Europeans have is that sometimes we have a super interesting institutional setting that we can exploit, and that US scholars, they don't have access to, or they don't have the local knowledge. And that's where we can really contribute, and that's also when it also becomes interesting for a US journal to be open for those papers. So you really have to think about, okay, what can we learn from my unique setting that is actually relevant for. So like in France, for example, you have joint audit. That's something that is not common in other countries. So what can we learn from this? I believe key audit matters, that was also something that was already in place for a longer time in France. So you really have to think about what are some of the things that we can actually learn from. All right. Some comments on best practices. Of course, you can tell so many different things, but let me limit myself to two elements. One is treat others the way you want to be treated, and I think this applies to everything. It's not only your personal life, but also professionally. How you work with co-authors, how you are as a colleague, and in the way you give feedback. It's really important that you always try. If you get a review, you submit your paper to a journal, you have spent a lot of time and effort on it, and if you then get it back and you get really comments that are not super constructive, then you feel you're not happy. Because then you feel, okay, this is not appreciated, or the reviewer doesn't understand it, what is going on. So you always have to try to be constructive, because you would also like to receive constructive feedback. And that's also important when you do a discussion, or in everything that you do, just try to be nice. This is because otherwise this can work. Otherwise, it will not bring you very far if you're not. If you are, and it will work. It may work against you. And the second piece of advice is, also be open to provide service to the academic community. And so, as a reviewer, as a discussant, as an editorial board member, it's all going to take time from you, but this is also a way to be visible, and you also really learn a lot from this. Conference organizer, but even management tasks at your school. As for example, I was also asked at a certain point, if you make progress in your career, it's inevitable that you will get management tasks. So then, I was asked to be the director of the research school. So then at least I thought, it's still somewhat related to research. And so, also from all these positions, you do learn something. So that's another piece of advice. But at the same time, so there are a lot of things on our plate. So an important question is also, how do you manage stress, anxiety, deadlines? Because we're all super busy. We have so many things to do. So how do you handle this? I'm still from the time that when I received my PhD, the day after my PhD, I got a permanent position. So those days, at least in the Netherlands and in Belgium, are over. So we are now all on tenure track positions. So I never had that stress of being on a tenure track. I always make this joke, they make this joke about my university in Antwerp, the Jesuit school. They had mice, and they said, okay, we are going to employ a cat. And then, for a while, the cat, all the mice were gone, but then after a little while, the mice were back. And they said, what happened? Where the cat is still here? Yeah, but the cat got a permanent position. So the thing is, you have to
So I don't think I misuse this, but there is, because even if you don't have the stress of a tenure track, there is some, there will be periods that are super stressful, and how do you handle this? So, one piece of advice, it may be obvious, but it is important to be organized, plan ahead, prioritize, and focus on what really is important. Because on a day, and I know this for myself, you can essentially fill your days with just responding to emails, because it always comes in, and it's so distracting. So, depending on whether you're a morning person or an evening person, you may want to say, okay, let me first do what I really have to do. Maybe it's just one thing. You limit yourself, I want to finish today this. And then the email can wait until the end of the day. Because otherwise, it's really super easy to get distracted. So if you really need to focus. And then also don't give up, because there will be setbacks, there will be rejection letters, but what doesn't kill you makes you stronger. So, you have a rejection letter, but then there's another journal potentially that you can, which you can resubmit. And so don't let this discourage you. So even the best scholars, they also still get a lot of rejection letters. And so for me, as a PhD student, that was an eye-opener when I saw all the scholars. I was reading all these famous scholars with all their papers in these leading journals, and they were telling me, I get regularly rejection letters. And I'm like, huh? But that's just everyone is receiving rejection letters. So that it's a matter of perseverance. So you want to keep trying. Let's see. How can I address this, and how can I rework this? Also important is to take sufficient breaks to recharge your batteries, because sometimes I don't have time for a break, but you do need it. Also take some holidays from time to time, because otherwise you keep on going, and at a certain point it just ends. My take is also on, because some people say, I'm constantly unlucky in the review process. My take is you cannot be systematically unlucky. It can be you're unlucky a couple of times, but at the end of the day, quality will prevail. And sometimes if a journal doesn't really like your paper, maybe you are unlucky then with the reviewers. Probably you can also learn from that. If you read these review letters again, you will learn from it and you can resubmit to another journal. But it is important to take good care of yourself. Because the thing is, at least my own personality, but I think this may apply to many of you, we are kind of perfectionists. We always want to do the best, but this can also become your own enemy in a way, because there's so much going on, and you need to try to manage the stress and take good care of yourself. 2 minutes. Okay, super. So, what is the secret of a sustainable career? Well, I think if I now look back, for me, it's the intrinsic motivation. I think in the very beginning, it was more I wanted also to climb the ladder. I didn't become professor when I was 25, but I did become professor when I was 35. But then still there are more than 30 years to go, and then with extrinsic motivation you will not get there, because at least our salaries are not comparable to the ones in the US. So it's really a matter of intrinsic motivation and intellectual curiosity. You really want to know, this is an interesting question, I want to find out. So that really should be your driver. Why you are actually in this business. What do I like about, so to conclude, what do I like about being an academic? Well, the intellectual freedom, that's fantastic. We choose what we want to work on. We can share our knowledge. We can work with PhD students. The traveling is super fun. And so here you see a picture of Coogee Beach, UNSW, where in Sydney, where I spent part of my sabbatical. Yeah, these are really the nicest things that if you can travel.
and simply also having fun. And just if you think about this conference, if I looked at the program, all these nice social activities, it's just nice to meet people, new people, meet former colleagues again. It's really a lot of fun. And then maybe to conclude, remember, time is your most valuable resource, so be cautious about it. Try to go abroad, plan some research visits, sabbatical leave. Also make sure that you realize that your family, the support that you get from your family is really super important. If you have at home people that are not really understanding what we are doing, so that we don't have a 9-to-5 job, so that is something that needs, you need some support at home, otherwise it's not going to work. But at the same time, it also puts everything a bit in perspective. When I came home and there's a smiling kid waiting for you, then even if you had a bad day, you quickly forget it. So with this, I would like to wish you all a successful and sustainable and fulfilling career. So thank you very much. Je voulais juste réagir rapidement par rapport au point qu'Anne a évoqué, vraiment très rapidement. Le choix du sujet, c'est extrêmement important de choisir un sujet qu'on aime. Maintenant, on peut changer de sujet dans sa carrière. Moi, j'ai vu, tous les 10 ans, j'ai changé. D'accord ? Parce qu'il y a des sujets qui meurent, il y a des sujets qui naissent. Voilà. Donc, et c'est effectivement très important. Quel que soit le sujet, il faut vraiment l'aimer. Dans les co-auteurs, il faut une grande complémentarité entre co-auteurs. Donc il faut bien s'entendre, mais il ne faut pas prendre un clone. Il faut prendre quelqu'un qui est différent, qui a des qualités autres, pour que ça marche. Et dans ce cas-là, ça peut être génial. Pour avoir des rendez-vous quand on visite, avec des co-auteurs potentiels, il ne faut pas hésiter, on peut écrire à ces gens. Hein. On peut, quand on sait qu'on va à un congrès, on peut dire je vais à ce congrès, est-ce qu'on peut se rencontrer, Donc il ne faut pas hésiter à contacter les gens. Présenter, discuter, Anne l'a dit, c'est fondamental. Quand on est doctorant, dès qu'on a une opportunité, il faut apprendre à discuter. Voilà. Et la dernière chose, pour terminer sur une note que moi j'estime extrêmement optimiste, le papier dont je suis le plus fier, c'est un papier qui a été publié dans une revue A, après avoir été rejeté par 6 autres revues A avant.